Bonjour à vous qui nous rejoignez. Nous allons aborder au cours de cette session le thème de nos relations de travail entre efficacité et humanité. Donc en voyant cet intitulé, beaucoup de gens m'ont dit finalement vous n'allez parler que de télétravail, un sujet récurrent depuis des semaines. Et moi je dis pas si vite, vous allez voir le sujet tel qu'il est formulé embrasse finalement des problématiques beaucoup plus larges. Moi, lorsque je lis ça, je me dis finalement tout remonte et tout part de la tech. Parce que si on n'avait pas eu le numérique, aujourd'hui, nous n'aurions pas le socle nécessaire finalement au télétravail. Ce sont donc ces outils-là, les outils numériques, qui nous ont permis une mise à distance et de manière très massive pendant la crise sanitaire de toute une partie des salariés par rapport à leur lieu de travail, à leur employeur, à leurs confrères. On a en quelque sorte délocalisé des actifs de manière inédite pour une collectivité, pour la planète entière. Alors ce mouvement, bien entendu, il interroge. Si l'on nous demande aujourd'hui d'aborder les relations de travail au XXIe siècle, dans une recherche d'équilibre justement entre l'efficacité et l'humanité, je pense que nous ne pouvons pas nous limiter à penser que le télétravail est déjà la nouvelle norme. Nous allons voir. Le vivre ensemble au travail, il touche à d'autres sujets, comme à son organisation, au rôle des partenaires sociaux, ou encore à la place que l'on assigne finalement à l'intelligence artificielle. Alors pour en parler, je vais vous présenter notre panel. Il y a donc Yochai Benclair, qui est écrivain, professeur à la faculté de droit de Harvard. Il est notamment l'auteur de La richesse des réseaux, un livre dans lequel il analyse les manières dont les technologies de l'information et de la communication peuvent changer les relations de travail, voire même les augmenter, et qui sait peut-être transformer l'économie et la société. Meka Brunel est directrice générale de la société d'investissement immobilière Gessina. Pour vous, l'immobilier, c'est votre royaume, hein, à 100%. Et vous portez un regard, je dirais, à 180 degrés sur l'habitat, le foncier et l'univers du travail. Et plus largement sur comment il faut adapter finalement le mortar and click aux attentes de la société. Éric Labaille, vous êtes le nouveau président de l'École Polytechnique, qui est notre vivier à ingénieurs, un des plus prestigieux. Et avant cela, vous avez fait carrière dans un des temples du conseil, la société McKinsey, avec une attention appuyée non seulement à la technologie, mais également au service public, au rôle de l'État. Et je pense qu'à ce titre, vous avez une vision du monde du travail qui vient, sans aucun doute, dont vous nous parlerez. Bertrand Dumazy, vous êtes PDG du groupe Edenred, spécialiste des solutions de paiement dans l'univers professionnel. Vous me racontiez que pendant la crise sanitaire, vous avez dû faire basculer en télétravail près de 100% de vos effectifs dans certains pays. Et je pense que vous avez un retour d'expérience intéressant sur ce sujet. Nicolas Dufourcq est directeur général de la Banque publique d'investissement BPI France. Depuis qu'il la dirige, il s'est fait connaître comme cet homme qui envoie du blé aux entreprises, je reprends là la formule d'un confrère, et qui donne la niaque aux entrepreneurs de tous horizons. Au plus fort de cette crise, BPI France a été aux premières loges. Il nous parlera entre autres de transparence, de confiance. Enfin, Alexandra Roulet, membre du Cercle des économistes, enseigne à l'INSEAD, et elle a notamment produit beaucoup de recherches sur le monde du travail, du chômage, du dialogue social. En 2018, elle a publié « Améliorer les appariements sur le marché du travail ». Alexandra, je vous cède la parole. Oui, merci Bruna. Donc, comme vous l'avez dit, on a une session qui a un thème très large. Certains d'entre nous
on va recentrer un tout petit peu parfois nos interventions sur le télétravail et le travail à distance, qui sont un des grands changements qu'on a vécu dans les derniers mois, même si on va essayer également de prendre du champ. Donc, pour amorcer cette session, je vais me contenter de faire 2 remarques qui cherchent un peu à apporter l'éclairage de ce que on sait, ce que la recherche académique a à dire sur cette question du télétravail et du travail à distance. La première remarque, ça sera du point de vue des salariés. Qu'est-ce qu'on sait de comment le télétravail est-il perçu? Et la deuxième remarque, ce sera plutôt du point de vue des employeurs. Quel est l'effet du télétravail sur la productivité? Alors, premier point, du point de vue des salariés, je voulais citer cette étude très intéressante qui est parue en 2017 dans l'American Economic Review par Alex Maas et Mandy Paley, qui sont en fait 2 économistes qui ont essayé de quantifier dans quelle mesure les salariés valorisent ou non la possibilité de faire du télétravail. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les salariés non seulement valorisent cette possibilité, mais sont même prêts à renoncer en moyenne à 8% de salaire pour pouvoir bénéficier de cette option. Comment est-ce qu'ils ont estimé cela? Ils ont en fait, dans le cadre de processus de recrutement réel, fait choisir à des candidats entre 2 offres d'emploi totalement identiques qui différaient simplement sur le fait que l'une proposait l'option du télétravail et l'autre non. Et ces 2 offres avaient aussi des salaires différents. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la plupart du temps, les candidats choisissaient l'offre d'emploi qui avait l'option du télétravail, même lorsque celle-ci payait moins. Et donc, ils ont estimé que l'écart de salaire en moyenne que les salariés étaient prêts auquel les salariés étaient prêts à renoncer pour bénéficier de cette option du télétravail était de 8%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, là, on pourrait penser qu'un des aspects, c'est par exemple le fait de pouvoir bénéficier d'une flexibilité horaire. De pouvoir choisir exactement le nombre d'heures qu'on travaille, quand est-ce qu'on effectue ces heures de travail. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que pas du tout. La plupart des salariés, avec un petit bémol que je vais mentionner, mais la plupart des salariés, en fait, veulent travailler la durée légale hebdomadaire de travail et aux heures habituelles de bureau. Donc, c'est pas pour cette histoire de flexibilité horaire qu'ils valorisent le télétravail. Sauf, et ça c'est le bémol, un petit groupe, notamment les femmes avec des jeunes enfants, qui elles ont un désir de flexibilité horaire assez fort et donc sont prêts à des sacrifices salariaux assez importants pour obtenir cette flexibilité horaire. Mais pour l'ensemble des candidats, c'était pas vraiment ça le facteur. Le facteur, c'était tout simplement ne pas avoir à effectuer le trajet quotidien entre le domicile et le lieu de travail, qui pour beaucoup de salariés est devenu de plus en plus pénible. Donc je pense que c'est vraiment une option, le télétravail, une option intéressante, en particulier vraiment dans le cas des grandes agglomérations, et non pas tant pour gagner en flexibilité que pour éviter à certains salariés des temps de trajet qui sont devenus parfois beaucoup trop élevés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est maintenant plutôt du côté des employeurs, savoir qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de productivité quand les gens travaillent à la maison. Et là, je m'appuie sur une étude qui est parue en 2015 dans le Quarterly Journal of Economics par Nick Bloom et ses co-auteurs. Et en fait, ce qu'ils ont, donc le contexte, c'est une grande agence de voyage chinoise cotée en bourse qui a voulu savoir mesurer l'effet du télétravail sur la productivité. Dans un premier temps, ils ont ils ont demandé aléatoirement à certains salariés de télétravailler et d'autres de travailler sur site. C'était pour essayer de regarder l'effet du télétravail sur la productivité sans avoir de biais de sélection. Et donc là, ils ont constaté des gains de productivité de 13%. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un deuxième temps, ils ont permis aux salariés de choisir dans quel groupe ils voulaient être, télétravail ou travail sur site. Et là, ils ont obtenu des gains de productivité pour ceux qui étaient à la maison de 22%, c'est-à-dire presque le double. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Probablement que les chiffres en tant que tels sont spécifiques au contexte. Mais donc c'est pas forcément évident qu'il y a toujours des gains de productivité, etc. Ce qui est sûr, c'est que les effets sont très hétérogènes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, de façon générale, c'est assez dur de prévoir qui va être plus productif en télétravail ou sur site. Et c'est assez dur de le prévoir sur la base de caractéristiques observables. En revanche, les gens savent très bien pour eux-mêmes s'ils sont du genre à être plus productifs sur site ou plus productifs à la maison. Et donc, vraiment, la meilleure façon d'avoir des gains de productivité avec l'option du télétravail, c'est de laisser les salariés en fait choisir, doser pour eux-mêmes le recours au télétravail. Donc, finalement, ce que tout ça nous apporte, c'est vraiment de penser, je pense, le télétravail ou le travail à distance
comme non pas comme quelque chose qui doit être imposé, qui doit être nécessairement développé ou non, mais vraiment comme une option dont certains salariés, sans qu'on puisse exactement prédire ex ante lesquels, vont se saisir parce que pour eux, ça leur permet d'être plus productifs, ils ont un environnement à la maison qui y est favorable et ça leur permet d'éviter des temps de trajet qui bien souvent sont devenus une contrainte trop éprouvante. Donc voilà, ça c'est ce que je pense, ce que la frontière de la recherche économique a à dire sur cette question du télétravail et du travail à distance. Et maintenant, je vais céder la parole au professeur Benkler qui va nous permettre de prendre un petit peu de champ et de penser la question un petit peu de façon plus large et plus globale. Merci Alexandra. Yoshai Benkler, c'est à vous. Eh bien, je suis très heureux d'être parmi vous. J'aimerais suggérer ce qui suit. Il n'y a pas une seule réponse. Et pour une technologie, dans la manière dont elle va affecter la productivité, l'humanité, ce qu'il y a, c'est un conflit permanent, une tension entre les employeurs et les travailleurs, donc autour des lois qui réglementent et les technologies. Et ce qui en ressort, le résultat, l'issue, est une issue historique de ces batailles. Que l'on regarde les années 40, où on avait Glasgow d'un côté et le Lancashire d'un autre côté, où on avait bien les nouveaux métiers et les fabriques de coton. Et donc, nous avions les travailleurs dans le Lancashire qui ont pu augmenter leur productivité, ou dans l'industrie du fer qui s'est mécanisée et donc qui a permis d'utiliser moins de travailleurs, ou les lecteurs de code barre et les ordinateurs qui ont été utilisés pour restructurer les supply chains pour pouvoir contourner certaines réglementations, et également la possibilité ensuite de délocaliser pour réduire les coûts de travail. Et nous avons vu à chaque vague d'industrialisation, depuis le début du XIXe siècle, un conflit entre quelles composantes de la technologie travaillaient de conserve, et nous avons vu des divergences entre les régions, entre les pays, entre les groupes de pays dans la manière dont la productivité est mise en œuvre, et en particulier dans la mesure où l'humanité, où l'égalité et la protection sociale étaient mises en tension avec la productivité. Donc, il n'y a pas, en fait, de phénomène de compensation ou un arbitrage à faire entre efficacité et humanité. Donc, mais c'est plutôt la façon dont le conflit politique entre le travail et la direction entre les entreprises qui sont sur le marché et l'État, ont pu jouer sur le levier de l'efficacité. Il y a eu le déclin du libéralisme traditionnel, et ce que nous avons vu, ce sont de vastes classes de travailleurs qui ont été en fait laissés sur le bas-côté, et en essayant de trouver une réponse à la manière dont les élites les gouvernaient, les a placés dans une précarité. Et donc, on voit que, du coup, les travailleurs migrants, les travailleurs noirs sont devenus l'autre que l'on craignait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée selon laquelle il y a une voie de mise en œuvre de la technologie est fausse. Au contraire, ce dont nous avons besoin, c'est d'une stratégie pour garder une forme de contrôle sur le marché, parce que bien des entreprises vont utiliser la technologie
pour accroître leur productivité, si cela permet de mieux concurrencer leurs rivaux et de générer plus de bénéfices, d'avoir plus de pouvoir politique dans le contexte économique. Et ce que nous voyons aux États-Unis avant ces élections présidentielles, c'est qu'il y a en fait, face à un ethno-nationalisme, nous voyons une renaissance de l'idée selon laquelle l'État peut être engagé activement en guidant ces changements technologiques pour travailler à plus d'égalité, plus d'équilibre entre efficacité et humanité. Et ça, c'est en train de devenir la politique phare du Parti démocrate. Donc, on parle de raviver la politique antitrust, par exemple, mais je vais me concentrer pendant une minute, la minute qui me reste, sur le rôle central joué par les politiques publiques dans le développement des technologies. Si on pense à une croissance verte ou à un nouveau pacte vert, donc, c'est-à-dire qu'on envisage le défi à vaste échelle du réchauffement climatique en combinant une politique de l'emploi et une politique environnementale pour créer de nouvelles alliances. On parle ici du fait que la technologie requiert l'utilisation de management par les algorithmes au lieu d'extraire de la valeur des employés. Et et il y a une façon de mesurer et d'identifier l'exploitation des travailleurs, des consommateurs par une sorte de piste d'audit et rendre des comptes à un cadre réglementaire. C'est une manière de développer la gestion par les algorithmes pour travailler à une nouvelle relation à l'économie. Et donc, cela peut inclure la robotique et se concentrer sur des systèmes de soutien, pas seulement pour les médecins avec la robotique pour la chirurgie par exemple, mais pour les employés qui sont peu qualifiés ou moyennement qualifiés. Donc je pense qu'il faut en fait dézoomer pour nous concentrer sur le fait que les mêmes composantes technologiques peuvent toujours être organisées de telle manière à augmenter le pouvoir d'un côté ou de l'autre de la relation de travail, ou d'un côté ou de l'autre du marché. Ce dont nous avons besoin, ce sont de politiques publiques qui puissent avoir une influence pour que cet arbitrage entre productivité et humanité penche vers l'humanité. Parce que quand nous faisons cela, nous ne le faisons pas au détriment en sacrifiant la productivité. Au contraire, nous pouvons pousser vers plus de relations humaines dans le milieu productif. Je passe maintenant la parole à Meka Brunel. Bonjour à tous et à toutes. Je trouve que ce qui vient d'être dit par Yoshai est très intéressant et rejoint un peu les réflexions que nous avons. Donc, Gecina est une société foncière. Nous sommes propriétaires d'immeubles de bureaux, de résidences étudiantes et de résidentiels locatifs et du travail des immeubles collaboratifs à la disposition, ce qu'on appellerait du coworking, mais pour amener les gens à partager plus d'espace et plus de services. Depuis des années, nous avons changer notre stratégie en faisant 3 constats majeurs. Et je pense que le virus que nous venons, le Covid que nous venons cette crise sanitaire que nous venons de vivre, ne crée pas les tendances, mais accélère la mise en œuvre des tendances, dans un sens comme dans l'autre. Les 3 constats majeurs que nous faisons, c'est la tendance à l'urbanisation, la centralité, la mixité d'usage autour des hubs de transport. Je sais bien que les transports en commun, aujourd'hui, n'ont pas le vent en poupe, mais in fine, nous n'allons pas tous nous déplacer à nouveau avec des voitures particulières et en faisant des kilomètres tous les jours. Le deuxième constat, c'est sur l'impact de la technologie. Et ce qui vient d'être dit va dans ce sens-là.
technologie, la digitalisation, je n'aime pas utiliser le terme intelligence artificielle. J'ai du mal à dire intelligence et artificielle connectée. Pour moi, l'intelligence est encore pour un certain temps humaine, en tout cas devrait le rester pour pouvoir évoluer. Mais cette tendance à la digitalisation supprime des milliers de jobs administratifs répétitifs, hein, à travers l'automatisation, et donc va transformer notre, disons, notre force de travail en deux catégories essentielles, évidemment je simplifie, de personnel, les métiers de service et les métiers à valeur ajoutée. Ça, c'est la deuxième tendance. Et en même temps, la technologie va nous amener à demander plus de flexibilité, plus de capacité à être en mouvement. Et la troisième tendance, c'est évidemment l'urgence climatique qui nous oblige à être beaucoup plus centrale, beaucoup plus à circuit court, beaucoup plus dans le développement durable, beaucoup plus dans cette responsabilité sociétale. En faisant ces trois pas, évidemment, nous avons pu, pendant cette crise sanitaire, travailler à distance. J'appelle pas ça télétravail au vrai sens du terme parce que j'espère que le télétravail a des codes, des normes, des modes d'organisation, des exercices de management que, en tout cas, nous, dans notre entreprise, nous n'avons pas pu déployer. 100% de nos collaborateurs, sauf les gardiens d'immeubles, évidemment, qui étaient rattachés au service, ont travaillé à distance et avaient la technologie pour travailler à distance. Mais ce n'est pas ça que j'appelle réellement le télétravail, parce que je pense que, comme ça vient d'être dit, cela nécessite une transformation des codes du travail et de modes de fonctionnement dans cet environnement-là. Eh bien, nous avons pu travailler à distance, mais en revanche, nous avons pu aussi constater un certain nombre de sujets. Alors certes, en matière de productivité, disons, les 4 premières semaines, nous avons été extrêmement productifs. Puis le temps passant, 5e, 6e, 7e, la fatigue s'est installée. D'ailleurs, à ce sujet, je ne vois pas pourquoi les enfants ne devraient pas regarder les écrans et que les adultes, ça leur fait pas de mal de regarder les écrans toute la journée. Cet effacement des frontières, vie privée, vie publique, avec la protection des données, les confidentialités qui n'étaient plus là, et avec le fait qu'il faut de temps en temps se déconnecter. Moi, je suis très très pour le droit et pas le devoir, le droit à la déconnexion, parce que de temps en temps, on doit faire autre chose pour pouvoir réfléchir. Et puis le fait d'être déconnecté du lien social. Les apéros Zoom qu'on a fait, ça n'a pas le même goût que de trinquer avec des collègues, des amis, un lien social en direct. Et puis de temps en temps, eh bien même si on n'est pas d'accord, ça va mieux quand on le dit directement qu'à travers un écran. Et donc tout ce lien social, évidemment, je le dis de façon un peu humoristique, mais c'est quand même important. Et cela nous a manqué et nous a amené à considérer qu'en plus nous étions très inégaux face à cette période. Comme le dit le professeur Yoshai, on n'a pas les mêmes conditions de vie, de travail, les mêmes environnements. Quand on avait des enfants en bas âge ou des adolescents et qu'il fallait faire les devoirs en même temps, tout en regardant participant à des réunions, c'était pas la même chose que quand on est seul dans un confort de vie. A contrario, quand on est seul, le lien social manque et les inspecteurs du travail, les médecins du travail disent qu'il y a de plus en plus de burn-out ou de dépression du fait de cette déconnexion. Mais je dirais que le vrai sujet qui nous attend dans cette période, c'est ce côté humain des relations et effectivement des rapports de force qu'on peut créer dans ce monde, dans un sens comme dans l'autre, et peut-être que ces rapports de force ne sont pas simplement pour être dans des oppositions, mais dans des faire ensemble, les cultures d'entreprise, ce qui nous distingue d'une entreprise à l'autre, nos réflexions, et quelle est la santé de nos organisations, hein, McKinsey a l'habitude de mesurer la santé des organisations. La santé des organisations, c'est aussi notre façon de travailler. Au fond, les entreprises sont des personnes morales, des personnes morales. La combinaison des deux mots a un sens et ça montre qu'on doit s'adapter. En revanche, ce que cela démontre, c'est que nous devons continuer à réfléchir inlassablement à l'organisation de nos modes de travail, à son adaptation, à envisager une espèce de combinaison entre les hiérarchies qu'on connaissait jusqu'à maintenant et les technostructures qu'on connaissait jusqu'à maintenant pour aller vers plus de flexibilité. Dernier mot pour dire que la crise nous a montré à quel point
Ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, d'une certaine manière, les gardiens d'immeubles, les personnes de ménage, les éboueurs, les infirmières, les personnels soignants, sont importants pour la société. Nous ne pouvons pas sortir de là en disant rien ne s'est passé. Les dirigeants vont rester à la campagne dans des conditions de travail extraordinaires et vont donner des ordres à ceux qui sont obligés de le faire socialement. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas compréhensible. Dernier mot pour dire que travailler de la maison, ça pose aussi un problème pour les employeurs parce que nous sommes responsables et pénalement responsables de ce qui se passe à domicile avec nos collègues, avec nos collaborateurs. Et donc, nous, on va se retrouver à la tête d'un parc immobilier très important, bien au-delà du parc immobilier de Gecina, avec des responsabilités de mode de fonctionnement, de confort, d'organisation. Et vous savez qu'on ne peut pas laisser quelqu'un travailler seul déjà sur un plateau de bureau, pas plus seul chez lui, parce que si jamais il a une attaque cardiaque, c'est notre responsabilité aussi. Donc, vous voyez que ces sujets-là sont compliqués. Et moi, en ce qui me concerne, je me dis qu'il faut partir en vacances parce qu'on est tous fatigués, en tout cas en France, au mois d'août, et qu'on revienne et réfléchisse en laissant tomber un peu la poussière à la rentrée de septembre sur tous ces sujets-là. Très bonne idée. Merci, merci. Éric Labaille. Très bien. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tout ça? Merci et bonjour à tous et à toutes. Alors, je pense qu'on vient de vivre une bascule quand même très très forte. La digitalisation est en cours depuis des décennies, on en parlait tout à l'heure. On a une bascule numérique, je dirais, à l'échelle. Et un premier constat que je ferais, c'est que ça a conduit à un énorme changement de mentalité. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes, personnelles, ont vu ce qui était possible. Ce qui aujourd'hui n'était pas vrai pour tout le monde. Donc ceci, c'est quelque chose sur qui il va falloir bâtir, puisqu'il y a des tas de sujets sur lesquels on pouvait discuter avant, on se disait non, c'est pas possible. Non, c'est possible. La grosse question maintenant, c'est est-ce que c'est souhaitable? Et donc là, ça va être toute la réflexion sur les évolutions d'organisation. Mais cet élément-là d'un passage à l'échelle sur ce qui est possible, je pense le fait que beaucoup l'ont vu, expérimenté, eh bien, va être à la fois un catalyseur, mais aussi va amener à se poser beaucoup de questions pour avancer. Mais du coup, une accélération néanmoins de la transformation. Deuxième constat, on a globalement quand même un degré d'acceptation assez fort de la part des personnes qui sont passées en télétravail. Néanmoins, avec d'énormes questions, c'était mentionné tout à l'heure, puisqu'on a vu aussi quand même des difficultés individuelles, on a vu des questions de communication, on a vu des questions de déconnexion. Donc même si on a un point de vue positif, il y a quand même des attentes très fortes et des questions qu'il va falloir adresser. Donc la réponse, elle n'est pas oui ou non. Oui, la dynamique est sûrement positive, mais ces questions individuelles doivent être absolument adressées. Et le troisième constat, c'est qu'on parle beaucoup, évidemment, le digital réduit la distance, mais je pense qu'on avait aussi qui réduisait le temps. On a pu faire intervenir des professeurs de Harvard, de Berkeley, dans la journée, dans la semaine suivante. Très souvent, ce type d'interaction se planifie des mois avant. On a pu réunir des COMEX le lendemain, le jour pour le lendemain. Très souvent, on planifie ça 4 mois avant ou une semaine avant. Mais donc, cet élément de temps, je pense, doit aussi être pris en compte, puisqu'il permet une meilleure connexion, une meilleure prise de décision. Et donc, il faut en tirer, en gros, les avantages, tout en adressant, bien entendu, les questions que je mentionnais. Donc, de ces trois constats, moi, je tire un peu 3 impératifs pour la suite. Le premier, c'est de vraiment retravailler les organisations pour assurer justement cette efficacité et cette humanité. Les processus doivent évoluer, le management d'équipes décentralisées doit être réfléchi, et tout ceci en respectant les cultures d'une entreprise. Et là, l'approche, elle doit être absolument bottom-up. C'est-à-dire que ce n'est pas du top-down de dire c'est tant de jours de télétravail, c'est tel processus est digital ou autre. C'est non, on a des missions à remplir, une institution, une entreprise a des missions. Et bien, pour remplir ces missions, quels sont les nouveaux modes d'organisation? Et là, il faut faire travailler tout le monde. Et équipe par équipe, définir c'est quoi le bon ratio entre le digital et le présentiel, c'est quoi l'organisation d'équipe, etc. L'idée ici, c'est d'avoir la meilleure expérience pour les personnels, pour les étudiants, dans le cas d'une institution comme l'École Polytechnique. Donc si on repart de remplir ces missions en améliorant l'expérience de chacun, là on va trouver les solutions et on va tirer parti de toutes les perspectives qu'on a appris dans ces 3, 4, 5 derniers mois de ce qui est possible, et on définira bien entendu ce qui est souhaitable pour la meilleure expérience qui remplit les missions. Le deuxième impératif, c'est que je pense qu'il y a une nouvelle exigence sur le management. On a bien vu dans les dernières semaines, il y a vraiment le management devait être en première ligne. Certains ne savaient pas manager une équipe à distance. C'est tout souvent des institutions managent des équipes qui sont présentes sur le site tout le temps, depuis des décennies. Et bien d'un seul coup, là, ils ont été projetés à apprendre à manager ce type d'équipe. Et là, c'est la confiance qui est importante. C'est est-ce qu'on redéfinit le mode de travail de cette équipe? Est-ce qu'on fixe des objectifs clairs? Et surtout, est-ce qu'il y a une responsabilisation
de tous les membres de l'équipe. Puisque là, vu qu'on n'est pas les uns à côté des autres, eh bien, on a un nouveau mode de travail. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle étape, en tout cas, dans ce cadre de l'organisation que je mentionnais tout à l'heure, de redéfinir comment est-ce que le management peut justement procurer cette expérience et donc assurer cette confiance, assurer cette responsabilisation, cette autonomie des différents membres de l'équipe. Et puis le troisième impératif, ce sont les outils. Alors on parlait beaucoup de technologie, c'est pas uniquement la connectivité, mais les outils, il faut apprendre à les utiliser. Et quand on parle de contact humain, pour moi les outils digitaux font partie du contact humain. C'est-à-dire que le contact humain est uniquement physique? Non. Évidemment qu'il est fondamental. La relation entre un professeur et un étudiant, dans une équipe de travail ensemble, la machine à café, c'est fondamental. Mais elle peut être en fait augmentée par l'utilisation des outils collaboratifs. Et ça, on l'a vu. Alors là, ils ont été un peu imposés dans certains cas rapidement. Mais comment apprendre justement à utiliser ces outils collaboratifs pour assurer la confiance, le partage, la transparence, la connexion quand elle doit être rapide? Eh bien ça, c'est aussi un troisième impératif. Et de nouveau, il faut le faire équipe par équipe. La technologie progresse très vite, mais on doit s'approprier et l'utiliser. Donc, en un mot, je pense qu'on est en train de réinventer notre environnement de travail, mais il faut absolument que ce soit fait bottom-up, à savoir que équipe par équipe, organisation par organisation, on redéfinit ces processus, ces modes de management, en s'assurant qu'on garde la culture et les valeurs de l'entreprise qui seront bien entendu au cœur de cette efficacité et humanité. Merci Éric Labaille. Je passe la parole à Bertrand Dumazy. Edenred. Oui, alors efficacité et humanité, dans cette dialectique, la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin des deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire sans efficacité, pas d'humanité. Une entreprise efficace est une entreprise qui fait du profit, et ce profit part en partie en impôts, et cet impôt permet probablement de construire une société plus humaine. La bonne nouvelle, c'est que ça marche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire sans humanité, pas d'efficacité. C'est-à-dire des ordres inhumains sont des ordres qui amèneront des résultats médiocres. Et on peut se souvenir de cette phrase magnifique de Saint-Exupéry dans Citadelle: pour construire un bateau, ne donne pas des ordres, fais naître l'envie du large. Et donc, dans cette dialectique que le professeur a bien décrite, et cette tension dynamique entre les deux bouts de la chaîne, le télétravail, qu'est-ce que ça a voulu dire chez Edenred? Donc, de manière très pratique et ancrée dans le réel. Edenred, c'est une entreprise de 10 000 personnes dans 45 pays. Ça va de Singapour à Santiago. Et donc, la pandémie a traversé d'est en ouest, en fait, nos opérations. Et la moyenne d'âge est de 35 ans. Donc, le télétravail a été un formidable outil d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on a pu continuer à servir nos clients partout dans le monde. Sans le télétravail, on aurait été incapable de le faire. Et on a été capable de servir nos clients puisque nos collaborateurs sont passés à 100% en télétravail en moins de 48 heures, mais on a été aussi capable de le faire parce que technologiquement, les outils qu'Edenred fournit sont des outils digitaux, et donc ils sont aussi maniables à distance, c'est des objets digitaux maniables à distance. Donc pour Edenred, le télétravail a été un formidable outil d'efficacité, et d'efficacité aussi pour nos clients, puisqu'on a pu continuer à les servir relativement bien sans interruption. Donc vive le télétravail. Le télétravail a aussi apporté un peu d'humanité, c'est-à-dire que dans les nombreux retours d'expérience qui ont pu être faits au travers du monde, certains retours d'expérience de managers étaient de dire: c'est drôle, en télétravail, quand on était toute l'équipe réunie en télétravail, il y a une espèce de phénomène d'égalisation, c'est-à-dire que le N-2 est beaucoup plus à l'aise pour prendre la parole parce qu'il y a cette distance qui est créée en fait par la digitalisation et qui permet à chacun peut-être de s'exprimer un peu plus. Et puis, comme on voit les uns et les autres dans leurs univers un peu privés, ça casse une certaine manière de se parler ou de se comporter. Donc, le télétravail chez Edenred a été vécu aussi comme un facteur d'humanité. Ensuite, la question posée par Éric Labaille est une question très intéressante, c'est-à-dire tout est possible en télétravail, en tout cas nous à notre échelle, tout a été possible. Est-ce que tout est souhaitable ? Et les questions que je me pose sont les suivantes, dans la gradation de l'utilisation du télétravail. Premièrement, une entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes qui se lèvent tous les matins, qui convergent vers un lieu et qui se disent: on a envie d'avancer ensemble. Bref, être ensemble, c'est aussi partager de l'émotion et de la passion, et il est sûr que le digital peut tout faire, sauf cette émotion et cette passion. Donc la question qui se pose à nous: où est le point de rupture? C'est-à-dire à partir de quel degré
d'utilisation du télétravail, le partage de l'émotion et de la passion n'est plus possible. Deuxièmement, une entreprise prospère si elle fait partie d'un cadre qui est pacifié, c'est-à-dire que les relations entre les uns et les autres sont des relations pacifiques. Pacifiques socialement, j'entends, c'est-à-dire que la tension sociale n'est pas trop forte. Or, on constate quand même que le télétravail crée d'immenses inégalités. Le travailleur de l'Île-de-France a accédé au télétravail pendant cette période de pandémie à 41%, celui de Normandie à 11%. Est-ce à dire qu'il y a des gros ploucs en Normandie et des gens sophistiqués à Paris qui, eux, peuvent télétravailler, pas les autres? Que dire à ceux qui ne peuvent pas télétravailler, qui font l'effort de venir sur votre site tous les jours? Donc, Meka parlait du concierge ou de l'homme de service, qui lui fait l'effort, et souvent un effort de commuting très important, parce qu'il est rejeté encore plus loin de son lieu de travail, par rapport au cadre qui a beaucoup de chance et qui peut se passer de cet effort. Et on a quand même besoin de cette cohésion sociale, on a besoin de vivre ensemble et dans des rythmes ensemble. Je ne sais pas aujourd'hui où est le point de rupture. Il existe, mais je ne sais pas le mettre exactement. Et puis, il y a des risques aussi de fragmentation intergénérationnelle. Une entreprise, c'est aussi une formidable machine à intégrer les générations. Intégrer, c'est-à-dire prendre le temps de faire son commuting pour dire bienvenue à un jeune diplômé qui rentre dans l'entreprise. Et ce jeune diplômé, s'il a des cadres complètement autonomes, en télétravail, et prenons juste une mesure toute simple. 1 jour de télétravail par semaine, c'est pas grand-chose, c'est tout à fait envisageable. Eh bien, c'est quand même 20% d'opportunités en moins pour une jeune recrue d'interagir avec un sachant, avec une longue expérience et qui aura à cœur de lui passer son savoir. On a des moyens de compenser ça. Cependant, la question doit être posée. Donc, le télétravail est probablement un outil d'humanité, mais il a ses limites. Et donc, comme tous les outils, on doit se poser la question de son utilisation et de ses limites. Et je partage tout à fait le point de vue qui a été présenté auparavant, c'est-à-dire que ces limites, une fois qu'on en a conscience, faisons-nous confiance, on va trouver une bonne manière d'utiliser ces outils et faisons confiance à ceux qui vont l'utiliser. Le pire pour moi serait une institutionnalisation du télétravail, c'est-à-dire une rigidification de l'utilisation de cet outil alors qu'il peut être un outil d'émancipation. L'autre pire pour moi, c'est que le télétravail ne doit pas être un cache-sexe. C'est-à-dire que le télétravail ne doit pas permettre de régler certains problèmes sans s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes. Si en France, le commuting devient insupportable pour les habitants de l'Île-de-France, c'est parce que ce pays est hyper concentré. Je ne voudrais pas que l'utilisation du télétravail empêche de se poser la question de l'hyperconcentration du pays et donc la résolution de ce problème. Bref, entre humanité et efficacité, Edenred a fait l'expérience du télétravail. En télétravail, tout est possible, mais comme tous les outils, cet outil a des limites et le génie de l'homme, en confiance et en responsabilité, va permettre de dompter cela. Très bien, merci Bertrand. Je passe la parole à Nicolas Dufour. On vous a senti très présent, très posté, si je puis dire, pendant la crise sanitaire. Donc, quel est votre retour d'expérience et votre vision en fait de cette nouvelle forme de travail, disons? Écoutez, dans la semaine qui a précédé le discours du président de la République de confinement, il se trouve que pour des raisons liées au fait que j'ai dans ma famille un certain nombre de médecins dans les hôpitaux, et j'ai pris l'affaire avec une très très grande gravité, et donc j'ai annoncé à mes collaborateurs que nous passions à 100% en télétravail dès le lundi matin, le lundi 15 mars. Alors 100%, ça n'était pas totalement faisable, puisqu'il fallait tout de même qu'il y ait des collaborateurs qui reviennent au boulot. Je parle du boulot physique dans les locaux professionnels, notamment dans les fonctions informatiques et puis dans certaines fonctions de déclenchement de paiement. On a très rapidement essayé de faire le comptage de ceux qui devaient absolument se rendre au moins quelques fois par semaine sur le lieu de travail pour ces raisons essentiellement logistiques. On s'est aperçu que sur nos à peu près 4000 collaborateurs qui travaillent chez BPI France, et il fallait à peu près 150 à maximum 200 personnes qui soient amenées à revenir de temps en temps dans les locaux professionnels. Donc tout ce que vous avez pu voir de BPI France s'est fait en télétravail.
Un télétravail qui a magnifiquement fonctionné, c'est-à-dire qu'il a été, il a fonctionné comme une espèce de chambre d'intensité où tout le monde partageait une cause. Au même moment, une cause d'urgence. Tout le monde était piloté par des considérations de performance et bien sûr de vélocité absolue, puisqu'il fallait sauver le maximum d'entreprises le plus vite possible, en sortant les produits le plus vite possible, en les mettant en production le plus vite possible et en décaissant le plus vite possible. Voilà, donc je garderai, je pense très très longtemps, le souvenir de, pas seulement d'ailleurs les 3 premières semaines, parce que ça n'a cessé de continuer avec les différents plans que nous avons sortis sur le tourisme, sur l'aéronautique, sur l'automobile, sur la tech, etc. Donc je garderai le souvenir de 2 mois, une sorte de Vendée Globe digital par beau temps. Alors quand on s'est retrouvé ensuite, on n'a pas pu ne pas constater qu'on était très heureux de se voir, évidemment. Et c'est une banalité, je pense qu'on l'a vu dans toutes les entreprises. Il n'a pas été tout à fait facile de faire revenir les collaborateurs, parce qu'en fait, d'une part, il restait un substrat d'inquiétude sanitaire, bien sûr, et puis d'autre part, ils avaient au fond renoué avec une conception implicite de la liberté, tout de même, qui leur était offerte par la crise. Et c'est autour de ça qu'il faut qu'on arrive à construire quelque chose à l'avenir. Pour moi, et d'ailleurs, ce sera le thème du grand événement que nous faisons comme chaque année, qui sera le 1er octobre, que pour l'instant d'ailleurs je n'ai pas annulé, qui s'appelle le BIG. Le thème du BIG du 1er octobre, c'est la liberté. Et c'est ceci qu'il faut que, au fond, on redocumente d'une certaine manière dans l'entreprise, sachant que quand vous lisez le code du travail, vous vous souvenez que le salariat vous conduit à accepter un lien de sujétion. Quand vous êtes chez vous en télétravail, quelle est au fond la nature de ce lien de sujétion? Il a quand même assez largement changé. Ce que nous allons faire chez BPI-France, je pense, je suis d'accord avec Meka pour dire qu'il faut surtout ne pas se précipiter, attendre que la poussière retombe, et par conséquent attendre le mois de septembre, parce que tout le monde est déstabilisé. Un peu comme quand on descend d'un bateau. On retrouve son équilibre, c'est très certain, mais on ne le retrouve pas immédiatement. Il y a un certain nombre de repères qui ont été perdus. Et donc on attendra septembre pour fixer la politique définitive, mais ce qui est au moins certain, c'est qu'elle ne sera pas fondée sur un télétravail rigide. On ne dira pas c'est le mardi ou c'est le mercredi. On dira très probablement aux gens, écoutez, on vous fait confiance. On vous fait confiance. Et vous pouvez télétravailler, mettons 12 heures dans la semaine. Vous les choisissez. Sachant que l'éléphant dans la pièce, c'est la crise de la mobilité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que, et c'est ce que disait tout à l'heure notre amie chercheuse, quantité de salariés ont une vie en termes de mobilité et de temps de trajet qui est proprement pénible, au sens de la pénibilité dans le droit du travail. Et on a un devoir moral de faire quelque chose pour eux. Je pense qu'on ne peut pas continuer de laisser nos salariés, certains d'entre eux en tout cas, notamment en région parisienne, mais également dans la région marseillaise qui est très embouteillée, la région toulousaine, avoir des temps de trajet quotidiens supérieurs à 1h30. En réalité, ça n'est pas humain. Un temps de trajet est utile parce que c'est le moment où la pensée devient rêveuse. Et ça, c'est très important pour le psychisme. Et il faut qu'il y ait des moments dans la journée où on se remette à dériver, avec une pensée un peu déambulante comme ça. C'est fondamental. Sinon, on brûle du matériel psychique, ça c'est clair. Donc des journées de télétravail complètes qui commencent à 8h30 du matin et qui se terminent à 8h30 du soir sans pause sont des journées qui, très clairement, abîment le cerveau. Et elles sont très fatigantes. Et donc, il faut, un temps de trajet n'est pas une mauvaise chose. Un temps de trajet, en plus dans des conditions qui sont celles qu'on connaît, très important et quotidien, devient humainement usant et de l'ordre de l'absurdité. Et donc pour ces gens-là, le télétravail est une très très bonne réponse. Ça peut se renverser, bien entendu, c'est-à-dire qu'il faut pas à ce moment-là que les salariés se disent, puisque je peux télétravailler, je vais aller habiter le plus loin possible dans un pavillon avec un petit jardin. Oui. Et ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique d'une part parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait, et d'autre part parce que du point de vue de l'empreinte carbone, c'est très mauvais également. Voilà, donc il faut qu'on arrive à jongler avec ces considérations. Les populations dans l'entreprise ne seront pas traitées de la même manière. En particulier, les informaticiens travaillent incontestablement mieux chez eux.
Ça, c'est clair et net. On n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait chez BPI France, c'est-à-dire de sortir des plateformes qui étaient opérationnelles très rapidement, si les développeurs avaient été sur site. C'est parce qu'ils étaient chez eux qu'ils ont pu développer en étant parfaitement concentrés, jamais dérangés. Et ils le revendiquent, hein, ils le demandent. Et donc, très probablement, pour les fonctions informatiques, on restera sur quelque chose de l'ordre de 2 jours par semaine. Alors ensuite, ce que je voudrais dire qui me paraît fondamental, c'est que, comme toujours, plus il y a de digital, plus il faut du physique. Hein. Et donc, comme il va y avoir plus de digital, en fait, on rentre dans la matrice. Souvenez-vous du film Matrix, on est en train de rentrer dedans. Eh ben, il faudra plus d'humains, il faudra plus de physique. Ce qui veut dire que quand vous faites l'effort de prendre votre voiture, votre transport en commun, votre RER le matin, etc., pour aller au bureau, il faut qu'il y ait une bonne raison. C'est-à-dire qu'il faut que la mise en scène de la relation interpersonnelle dans les locaux professionnels soit complètement revue et améliorée. Si c'est pour être simplement une poule dans un casier, dans une tour, ça n'a aucun intérêt. Et donc il faut reconstruire les événements d'humanité dans les locaux professionnels. Ça veut dire une dimension festive, incontestablement, mais ça veut dire aussi des rituels comme ceux qu'on connaît bien, par exemple dans le Lean Management, qu'Éric Labeille connaît bien évidemment, hein, qui sont des rituels de stand-up très rapides, bref, où on échange, ne serait-ce que l'humeur, très régulièrement entre collaborateurs d'une même équipe. Ce genre de rituels-là, il va falloir les multiplier. Pour donner du sens tout simplement à la présence dans des locaux professionnels très distants des locaux d'habitation personnelle. Hein, voilà, quelques considérations. Donc on est dans une révolution de la mobilité, c'est clair. Bon, le point qui m'interroge, c'est celui de l'intensité, c'est-à-dire que on voit bien qu'on a perdu un intensité. On a eu, pendant la crise, parce que c'était une crise, une hyper-intensité. Bon, Mecca Brunel disait qu'on était tous fatigués. Je pense qu'elle a raison. Il y a un effet de gueule de bois. Et donc, il ne faut pas inférer de ce qui se passe en ce moment quelque chose de permanent. Cela dit, j'ai quand même un peu l'intuition que le télétravail, quand il devient routinier, fait perdre l'entreprise en intensité. Et donc en rapidité de battement de cœur. Or, il va falloir qu'on revienne très rapidement à la rythmique du battement qui fait que on transforme la société, on transforme nos entreprises. Bon, ça résonne avec ce que je disais sur les rituels dans l'entreprise quand vous êtes physiquement présent dans les locaux. Pour faire remonter l'intensité, il va falloir inventer des rituels, il va falloir inventer une nouvelle manière de parler aux salariés. Moi, j'ai été très frappé. Il se trouve que pendant les 3 derniers mois, tous les jeudis, je faisais et je fais toujours un live storm avec les 4000 salariés de BPI France pour leur raconter l'entreprise. Ce qui s'est passé dans la semaine, ce qu'on est en train de faire, ce que fait le COMEX, l'actualité du jour, voilà. Mais tous les jeudis. Et ça dure 1h30 puisque c'est un question-réponse. C'est hyper interactif. Bon, ben ça a transformé la vie des salariés. Ils demandent à ce que ça subsiste. On ne le faisait pas. On le faisait peut-être une fois par an pour présenter le plan stratégique. Là, je le fais toutes les semaines. Ce qui pose question pour le management intermédiaire, évidemment. Parce qu'on s'aperçoit que, en fait, tous les discours, les grands récits de généralité qui sont fondamentaux pour les salariés ne descendent pas. Descendent peu, ils sont très diffractés, ils sont très intermédiaires à chaque étape de comité exécutif descendant. Le salarié qui est en bas, hein, et qui est en général celui qui est au contact du client, n'a pas la possibilité, en règle générale, d'avoir la vue 360 degrés du grand récit de son entreprise. Et donc ce type de rituel, je vais les continuer, par exemple. Hein. Mais je vais tenir compte du fait qu'ils ont révélé une absence de discours stratégique à la base pour changer un certain nombre de choses dans l'édifice managérial de la maison. Hein. Je dis pas mal de choses dans le désordre, mais c'est pour dire que... C'est très bien. Vous débordez un peu maintenant. Vous débordez même. Alors je m'arrête. Non, mais je ne vous ai pas privé d'une dernière idée à partager, j'espère. On a pas mal de questions. On est dans un reset très profond. Voilà ce que je veux dire.
Alors, avant de vous soumettre les questions de nos internautes, vous êtes tous ici présents dans des fonctions de management, de pouvoir. Est-ce que vous pouvez me dire, chacun à votre tour, mais de manière très brève, comment est-ce que vous avez abordé cette période sous l'angle justement du pouvoir et du management? Qu'est-ce que ça change finalement, cette mise à distance, ce télétravail? On commence par... Oui, alors écoutez, moi, enfin, il y a des vieux réflexes qui sont remontés. C'est-à-dire que quand j'ai dit que Edenred était passé à 100% télétravail, c'est pas vrai, notamment pour moi, puisque moi, je suis allé au travail tous les jours, parce que j'avais le sentiment que le capitaine quittait le bateau en dernier, et donc ça me paraissait important de mener la maison Edenred aux quatre coins du monde depuis un centre qui est identifié par tous, qui est le siège social d'Edenred à Issy-les-Moulineaux. Donc la première approche pour moi managériale, ça a été de montrer que le capitaine est toujours dans le bateau et essaye de tenir le mieux possible la barre face à un orage qui a traversé en fait l'ensemble de nos opérations. La deuxième chose, et ça rejoint ce qu'a dit Nicolas Dufourcq, c'est que le besoin d'entendre le message a été un besoin bien plus important et avec une fréquence supérieure. Donc chez nous, les comités exécutifs avaient lieu tous les jours et les comités exécutifs élargis avaient lieu toutes les semaines et on a parlé à l'ensemble des collaborateurs tous les 15 jours, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc la deuxième chose, c'est pendant une tempête comme celle-là et avec des contacts physiques qui sont très réduits, essayer de maintenir le lien le plus possible. La troisième chose, ça a été aussi de responsabiliser le plus possible les managers avec leur équipe en disant à partir du moment où tu as une personne sous ta responsabilité, tu es manager et tu ne peux pas la laisser tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on est en télétravail, tu dois avoir un point de rendez-vous avec lui le matin et un point de rendez-vous avec elle ou lui le soir. Et tu ne laisses pas tomber les tiens parce que le télétravail va être perçu de manière très différente en fonction des collaborateurs. Nous, on a des collaborateurs qui ont aimé cette nouvelle liberté, on a des collaborateurs qui l'ont détesté. Dans ceux qui l'ont détesté, les plus jeunes, parce que je suis à Paris dans un appartement de 20 mètres carrés, les conditions ne sont pas bonnes. Ceux qui ne l'ont pas beaucoup aimé, c'est les mères de famille. Il y a une usure domestique, toutes les tâches s'accumulent. Ceux qui ne l'ont pas aimé, c'est les jeunes familles, avec des enfants qui courent partout et la volonté de continuer à être efficace. Et donc, il ne faut pas les laisser tomber. Bref, les attitudes managériales qui ont changé, c'est une communication descendante probablement plus puissante et plus fréquente, et deuxièmement, réapprendre à manager à distance ses équipes à partir du moment où on est responsable d'au moins une personne. C'est ça. Meka, dans votre cas? Alors, moi, j'étais pas au bureau tous les jours, mais quelques fois pendant cette période, et notamment à chaque fois que je me suis adressée à l'ensemble des collaborateurs, comme le disait Nicolas Dufourcq, qui a eu un besoin de partager en direct et d'en discuter. Nous avons eu un comité exécutif quotidien, tous les jours, qu'on a continué d'ailleurs quelques temps après le déconfinement. Décodir qu'on ne faisait pas tout à fait régulièrement, qu'on faisait une fois par trimestre, on en a eu 3 ou 4. Et d'ailleurs, on en a profité pour travailler sur notre raison d'être. C'était l'occasion ou jamais de se poser cette question-là, collectivement. Et moi, j'avais ce sentiment, je peux vous dire que tous les matins au réveil, en ouvrant mon téléphone, je me disais, pourvu qu'on ne me annonce pas qu'un collaborateur est dans un état grave de maladie. Et jusqu'au soir, j'avais cette crainte tous les jours. Donc c'était vraiment un... Donc tous les soirs, je disais, ça c'est une autre journée de passé, ça c'est fait. C'était quand même une sacrée responsabilité. Et la consigne ou ce que nous avions partagé, c'était d'être très proche de tout le monde, c'est-à-dire d'accommoder les contraintes des uns et des autres en permanence et justement sortir de notre façon de diriger. J'avais donné une consigne qu'on commence à perdre, c'est que tous les mails commençaient par j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, que tout se passe bien, etc. Puis on est reparti dans à peine bonjour, peux-tu me répondre là-dessus? Donc je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette bonne idée de s'inquiéter de l'état des uns et des autres et de l'environnement. Il y a quand même quelque chose qui était frustrant, même si on faisait l'effort d'appeler tel ou tel, on s'adressait toujours au même et on ne pouvait pas par hasard tomber sur un collaborateur puisque tout le monde était à 100% télétravail et
et je trouve que peut-être, j'ai ce sentiment que peut-être qu'on est passé à côté de quelques personnes. Donc voilà, c'est un sujet qui était resté, mais on a fait quand même 4 communications, 5, dont des emails, mais après sous forme de petits films. Et ça pose le problème de la transmission de la vision stratégique ou des décisions qu'on prend, comment ça descend petit à petit, et de former aussi nos managers intermédiaires pour être porteurs de ça et pas simplement des instructions. Oui. Et donc ça remet beaucoup de choses en cause, notamment la manière dont on fait fonctionner le business model. Voilà. Très bien. Éric Lamaille. Je dirais de façon très similaire, je pense que le premier point, c'est la fréquence, en fait. La fréquence d'interaction, COMEX tous les jours, tous les 2 jours, comité opérationnel mensuel toutes les semaines, sur communication. Communication quasiment tous les 2-3 jours au début, des WebEx, on ne fait pas comme Nicolas encore des WebEx toutes les semaines, mais on est sur le chemin maintenant. Et donc on a fait des WebEx, les premiers WebEx en fait, habituellement on était plutôt en amphi, on faisait des amphis à l'école polytechnique. Bah là on fait des WebEx et il y avait des centaines de personnes sur chacun des WebEx, en français, en anglais, enfin. Donc sur communication, pour s'assurer qu'au moins tout le monde ait l'information et qu'on écoute les questions, en s'assurant que toutes les questions qui sont posées, elles sont traitées. Troisième élément, l'attention aux personnes, comme était dit précédemment, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, s'assurer que du côté des étudiants, on savait ce qui se passait, du côté des personnels, du côté des enseignants-chercheurs. Donc là, remonter par, je dirais, les canaux de management, mais avec une très très précise. Est-ce qu'on sait bien où est tout le monde, comment va tout le monde, est-ce que tout le monde est justement à la fois l'aspect santé, mais même simplement aussi l'aspect connexion, hein. Est-ce que personne n'est laissé tout seul quelque part? Et puis le dernier élément, c'est aussi une attention très particulière à l'opérationnel, de façon très resserrée et transparente. Plein d'élèves, en une semaine, ils devaient partir en stage au moment du confinement, ils partaient en stage la semaine d'après. Et un tiers d'une promotion partait à l'international. Évidemment, il n'y a plus de stage. Donc là, on a fait intervenir plein le réseau des anciens, etc. Et donc, on a suivi de très très près justement ce qui se passait opérationnellement sur les stages, opérationnellement sur les laboratoires, etc. Et là, de façon justement assez resserrée, parce qu'en management de crise, il faut pouvoir justement à la fois savoir et puis pouvoir réagir sur ces points-là. Nicolas Dufourcq, vous, est-ce que vous vous êtes senti, enfin c'est la même question bien sûr, mais gagner en puissance, en pouvoir du fait de la situation? Est-ce que ça responsabilise encore plus cette situation de télétravail? Vous parlez de l'entreprise ou de... Dans votre rôle de direction Non, mais ce que j'ai senti, c'est que l'entreprise, d'abord, révélait son ADN, ça c'est sûr, et elle était un peu à la rencontre de son destin quand même, c'est-à-dire qu'on lui demandait quelque chose d'assez exceptionnel très rapidement, et donc j'ai senti une montée d'intensité, oui, considérable dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Une montée de température, mais une montée régulée, mais une montée très très forte de température en effet, et qui a été rendue possible, encore une fois, dans un contexte de quasi 100% de télétravail, parce que on avait dans les 6 années passées construit un capital affectif entre nous très important. Et je pense que le télétravail marche très très fort quand on a une crise à gérer et que par ailleurs on a construit un capital affectif énorme qu'on va pouvoir en fait consommer. Et de facto, on l'a quand même un peu consommé. Il faut maintenant le reconstituer. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur le pouvoir. Oui, et je voulais juste aussi passer la parole à Yoshai Benkler, que je ne vois plus, mais je pense qu'il est encore avec nous, sur ces questions, et puis je repasserai la parole à Bertrand, sur ces questions de pouvoir, de management, avec votre vision du sujet, comment est-ce que la technologie, justement, influe ? J'essaie de me placer dans cette conversation entre les points que je soulève et les aspects très réels, et puis les inquiétudes humaines que les dirigeants et que les orateurs mentionnent et qui les inquiètent ou les préoccupent. Je serais curieux d'entendre, en fait, des dirigeants quel type d'audit, de surveillance, et lorsque tout se produit en ligne,
tout est susceptible d'être analysé par par le billet de données. Ceci peut aider les gens, qui peuvent l'utiliser pour aider les gens. On peut l'utiliser pour extraire, obtenir des éléments d'information. Mais pour moi, il y a une déconnexion entre les conversations managériales spécifiques au niveau du télétravail et ce qui se passe en présentiel par rapport à cette espèce de soulèvement politique que vous vivez en France, que nous avons aux États-Unis également, qui concerne en fait un sens d'identité et d'absence de sécurité économique ou d'incertitude économique et les élections. Mais bon, non, on n'a pas. Mais vous parlez ici de pouvoir différemment. Donc, en tant que question technologique, moi, je voudrais savoir si vous faites des mesures différentes. Est-ce que vous avez des indicateurs différents pour au niveau des entreprises ou des gouvernements sur la façon dont les gens travaillent, comment est-ce que les gens sont, entre guillemets, récompensés, appréciés, comment les gens peuvent exprimer leurs préférences de gouvernance? Parce que ce que j'entends véritablement, c'est un point focal sur... Enfin, on se focalise beaucoup sur des sortes des gestions mécaniques des entreprises, ce qui peut être certainement les fondamentaux de ce que les gens vivent sur une base quotidienne. Mais c'est difficile pour moi de comprendre comment cette restructuration entre en interaction avec une déstabilisation plus jarre que nous voyons sur les sociétés démocratiques de marché, de la façon dont l'Europe va ou ne va pas se désintégrer autour de la réaffirmation des frontières nationales, par exemple, et dans la façon de où se trouver. Est-ce que le Mali vient de ci ou de cela? Est-ce qu'on travaille ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Et je pense que c'est d'une certaine façon, je ne sais pas dans quelle mesure ceci... cette conversation véritablement est un mode de réflexion pour juste des gens autour de cette table. Je voudrais savoir comment les gens pensent ce que les gens pensent de leur propre expérience et comment ceci est établi en lien avec des points fondamentaux de la structuration des sociétés parentales, de l'inclusion, de l'exclusion de la société en général. Et il y a une référence aux différences entre l'impact dans l'Île-de-France et la Normandie. Bon, est-ce que c'est quelque chose véritablement qui est réel pour vous? Vous avez vu vraiment des différenciations régionales? Est-ce que vous vous préoccupez de l'instabilité politique provenant de cette différenciation dans la façon dont ça travaille pour une entreprise et des employés, mais pas pour d'autres? Pour moi, ce sont des questions que dont j'aimerais vous entendre parler. Merci. À Bertrand. Mais en fait, il y a tout à fait un lien. C'est une imbrication, absolument. Ouais, absolument. En fait, ce que je voulais dire par rapport à votre question sur le pouvoir des chefs d'entreprise, mais ça rejoint la question du professeur, c'est que, en tout cas, moi, ma vision, c'est un chef d'entreprise n'est pas une espèce de géant qui tourne une énorme roue, qui entraîne d'autres engrenages mécaniques et avec un résultat prévisible. Et donc, et dans des situations d'urgence, le chef d'entreprise est encore plus balèze, la roue est encore plus forte, et donc ça descend de manière encore plus puissante. Pas du tout. Pour une entreprise comme Edenred dans 45 pays, la mission essentielle du patron, c'est d'essayer de créer les réactions chimiques les plus pures possibles en travaillant les conditions de température et de pression. Et donc, si on a une vision biologique de l'entreprise et pas mécanique, on est obligé de se poser les questions que vient de poser le professeur Yoshai. C'est-à-dire Edenred au Brésil, face à la pandémie et le télétravail, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les bonnes conditions de température et de pression? Donc, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on souhaite... D'abord, on a conscience que le filet social n'est pas le même d'un pays à l'autre. Et donc, face à cette très grande inégalité pour la même famille Edenred, on met 25 millions de côté et cet argent va servir à soigner de la même manière tout le monde dans tous les pays. Donc, si vous faites partie de la famille Edenred, quel que soit
la couverture sociale Oui. que vous allez avoir face à cet événement qui nous touche tous, on va essayer d'égaliser les conditions entre les uns et les autres. Donc, est-ce qu'on constate biologiquement des différences d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre? La réponse est oui. Et si notre métier, c'est de créer les bonnes conditions de température et de pression pour que la réaction chimique soit la plus pure possible, eh bien oui, on est profondément obligé d'intégrer cela. Et moi, ma question, parce que là, on a vécu, après je vois que Meka veut parler, on a vécu une période, c'est-à-dire le télétravail accéléré par une situation d'urgence. Si le télétravail se banalise et se diffuse davantage, est-ce qu'il y a une crainte quant à l'exercice des pouvoirs, à ce que vous venez de me décrire, dans votre vision de ce qu'est un chef d'entreprise, en quelque sorte? Est-ce que là, on entre dans une autre configuration? Alors moi, par nature, je n'ai pas de crainte. C'est-à-dire, on est là pour... Enfin, la peur n'est jamais la bonne conseillère. Oui. Les relations de travail vont se redéfinir. Et elles ne peuvent se redéfinir qu'en bottom-up et en responsabilité et en confiance. Meka. Oui, je partage ça. Moi, je pense que la peur est toujours très mauvaise conseillère et ça sert à rien. Au contraire, ça nous bloque, donc ça nous permet pas d'avancer. Les questions qui sont soulevées, c'est au fond les questions qu'on se posait aussi, parce que quand je disais que toute une partie des métiers vont disparaître à cause de cette technologie, c'est quelque chose qui va être très transformant dans la matière dont nos sociétés vont évoluer. Et nous, dans notre métier, on est modestement dans l'immobilier, mais en fait, on loue à des gens qui sont dans l'économie et il faut les accompagner. D'ailleurs, dans cette période, on a accompagné tous nos clients très très vite. Dès le 20 mars, nous avions mis en place un comité qui accompagnait tous les clients un par un pour regarder ce qu'il fallait faire. Ces transformations sont devant nous. On ne peut pas travailler différemment. Est-ce qu'on peut réellement mesurer les impacts réels du bénéfice de la technologie aujourd'hui avec la période qu'on a vécue? Moi, j'ai un peu de doute parce que je ne sais pas ce qu'on mesure réellement tellement la situation a été exceptionnelle. En revanche, est-ce qu'il faut mettre en place des éléments de mesure et surtout des éléments de mesure sociétale? C'est-à-dire quels sont les impacts dans l'organisation de la société, y compris la culture d'entreprise, la culture d'un pays, le besoin d'appartenance. Parce que quand on parle de nationalisme, c'est un besoin d'appartenance. Ces besoins d'appartenance, nous l'avons dans nos entreprises, qu'elles soient locales ou internationales, nous vivons ces besoins d'appartenance. Et nous avons besoin de pouvoir cultiver cela. Et pour cela, vraiment, on n'a pas d'autre choix de repenser nos façons de travailler et donc de mettre en place des outils de mesure. Pour que ces outils de mesure soient le plus efficaces possible, il faut que ces outils puissent tenir compte également, non pas des heures qu'on a passées à résoudre un problème et si on l'a fait en 6 minutes ou en 30 minutes, mais surtout, quel est le lien social que ça a créé? Parce que sinon, et nous avons vécu les gilets jaunes, nous avons vécu d'autres sujets, mais pas qu'en France, partout dans le monde. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe un peu partout. Eh bien, nous sommes au début de sujets très importants de distorsion dans les sociétés et nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous sommes un acteur parmi d'autres. Le pouvoir, je ne sais pas ce que c'est dans ces cas-là. D'accord. Éric Labaille, et puis après, il faut absolument que je... Oui, peut-être une minute, une réflexion additionnelle. Quand on regarde les organisations, on a toujours le terme de l'empowerment, de la responsabilisation. On voit que les organisations dont il y a plus de responsabilisation du management intermédiaire et des personnels, généralement, sont plus performantes. Le télétravail, d'une certaine mesure, a d'un seul coup fait basculer beaucoup de ces managers intermédiaires et des personnels en situation de responsabilisation et d'autonomie. Ils n'étaient pas toujours prêts. Et donc, un des points majeurs aujourd'hui, c'est que quand on redéfinit notre façon de travailler, il faut absolument ajouter la formation. Oui. La formation du management, la formation des personnels et les outils. Une des premières choses qu'on a faites, c'est on a envoyé à tout le monde des 4G pour être juste connecté déjà, ou avoir accès à des outils où les gens n'avaient pas accès. Donc cet élément de formation et d'accessibilité des outils est un impératif. C'est une condition sine qua non de réussite de toute évolution d'organisation de ce style. Alors, j'ai une première question assez philosophique, je dois dire, que je vous soumets. Le problème de l'entreprise ne serait-il pas la colossale hypocrisie managériale et son manque d'humanité? Est-ce clair? Pas sûr. Pas sûr. Non, là... Nicolas Dufourcq, peut-être?
Je ne vois plus. C'est plus une affirmation qu'un statement. Oui, Toi, c'est une question. c'est pas une question, C'est pas une question, une c'est affirmation. un point de vue. Ouais, c'est un Voilà. point de vue, voilà. D'accord. Qu'on ne partage pas. Enfin, moi, je partage pas. Alors, après, on a des questions auxquelles on a en partie répondu. RVD me demande pourquoi le télétravail ne serait pas la norme pour certaines activités. Alors, peut-être ce qu'il faut que je vous soumette comme question, c'est pour quelles activités pourrait-il être la norme, à votre avis? Nicolas parlait des informaticiens, des gens qui travaillaient beaucoup mieux à domicile, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions Je pense qu'il faut peut-être différencier de nouveau entre télétravail et travail à distance. Ouais. Dans toutes les organisations, on a des entités qui sont à 5000 km et qui travaillent à 5000 km de l'entité avec laquelle ils travaillent. Donc ça, c'est classique. Par contre, ils sont dans l'entreprise. Je pense à un des points que mentionnait Bertrand tout à l'heure, c'est qu'à un moment, quand le télétravail pour toujours, où est l'ADN de l'entreprise? Il est clair qu'une entreprise, c'est une culture, c'est des valeurs, et il est très difficile d'acquérir et de partager et développer ces valeurs si on n'est jamais avec les autres. Donc là-dessus, moi, je ne crois pas du tout au 100% de télétravail. Par contre, dans une organisation 100% de travail à distance, qui, à certains moments, a des rituels, comme dit mon secrétaire, moi je viens du monde du conseil, avant d'être école polytechnique, on travaille à distance. Néanmoins, il y a des rituels, il y a des meetings tous les trimestres, tous les mois, où les gens se retrouvent. Donc le mix, en fait, tout le point est de trouver le mix entre le présentiel et le à distance, pas télétravail au sens je suis chez moi 5 jours sur 5. Parce que là, on perd des choses très fortes. On va être obligé de conclure, à moins que vous répondiez très très rapidement à cette question qu'on a déjà abordée, c'est est-ce que le télétravail crée deux types de travailleurs, ceux qui peuvent en faire et ceux qui ne peuvent pas? Je pense qu'on a dit oui. Par essence, oui. Par essence, les métiers de service. Bien. Malheureusement, je pense que nous devons rendre, j'allais dire l'antenne, mais c'est un peu ça. Merci infiniment d'être venus et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent.